Did you shoot any of the Israeli hostages? It's not important to say if I killed Israelis or not. Israel is our enemy. C'est un attentat qui a marqué à tout jamais l'histoire des Jeux Olympiques. Un commando palestinien a pénétré dans le village olympique en escaladant les grillages et les barrières. Taking 9 hostage and killing 2 others in their room. Ça marque la fin d'une forme d'angélisme par rapport au sport. Cette semaine dans la grande histoire, je vous raconte la prise d'otage des athlètes israéliens aux JO de Munich en 1972. 27 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, du sang juif a à nouveau coulé sur le sol allemand. Le 5 septembre 1972, vers 4h30 du matin, un commando de 8 terroristes palestiniens s'introduit dans le village olympique. Ils sont en survêtement, ils ont des sacs dans lesquels ils ont les kalachnikovs, ils enjambent la balustrade en pleine nuit ou au petit matin et ça surprend personne parce que presque c'était monnaie courante de voir des athlètes qui rentraient de fête comme ça au village olympique parce que le village olympique c'était un moulin, on rentrait, on sortait. Les très rares témoins de cette intrusion ont pensé qu'il s'agissait d'athlètes rentrant d'une joyeuse nuit dans les nightclubs de Munich. Avec les JO de Munich, l'Allemagne souhaite afficher un nouveau visage aux yeux du monde entier 27 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois que l'Allemagne avait accueilli les JO, c'était en 1936 sous le régime nazi. L'athlète afro-américain Jesse Owens avait remporté 4 médailles d'or sous les acclamations du stade, ce qui provoqua la colère d'Adolf Hitler. Hitler officially announced that he would forego meeting the victorious athletes of the various events since it was impossible for him constantly to remain at the stadium. Pour les Allemands de l'Ouest, c'était très important de donner une autre image d'eux-mêmes et d'être dans quelque chose de l'ordre de la réconciliation et de la réhabilitation aux yeux du monde. There certainly wasn't any talk about the fact that Dachau, a concentration camp, was just a few miles away from the swim hall and the track stadium. Soucieux d'apparaître comme une démocratie moderne, le chancelier allemand Willy Brandt rebaptise les JO les Jeux de la joie. Il s'était mis en tête d'organiser des jeux joyeux, complètement libérés et où il fallait surtout pas donner l'impression que le village olympique était un carreau tranché et ça a été d'une naïveté absolue. This was a big coming out of the modern age at the time to show, here we are, this is the new Olympics, this is where the world is today. The Germans are determined that these games will be the most successful ever, and financially speaking, the sky's the limit. Little did anybody know that a week into the Olympic Games, this was going to happen. Il y avait eu déjà des avertissements, notamment quelques mois avant les Jeux, il y avait eu une tentative de détournement d'avion à l'aéroport de Munich qui avait été déjouée. Il y avait eu aussi des informations qui avaient circulé avant les Jeux comme quoi il y avait un risque d'attentat terroriste palestinien à l'aube. Vers 5h30, 6h ce matin, un commando palestinien, fort de 5 à 10 hommes, a pénétré dans le village olympique en escaladant les grillages et les barrières. Après s'être infiltrés dans le village olympique, les terroristes de l'organisation palestinienne Septembre Noir ciblent la délégation israélienne. 9 personnes sont prises en otage. L'entraîneur de lutte et un haltérophile tentent de s'interposer. Ils sont abattus par les ravisseurs. Terrorists invade the Olympic Village, taking 9 hostage and killing 2 others in their rooms. C'est là que commence une longue journée de négociations. À 5h du matin, soit 30 minutes après leur entrée dans le village olympique, les terroristes font parvenir aux policiers allemands leurs revendications. La libération de 236 prisonniers palestiniens détenus en Israël, ainsi que de 2 militants de la fraction Armée Rouge, Ulrich Meinhof et Andreas Bader, détenus en Allemagne. Évidemment, Israël refuse de libérer les otages, donc il n'y a absolument aucun compromis possible. Le commando assure qu'à partir de 9h, ils abattront un otage toutes les heures si leurs revendications ne sont pas exaucées. Pour montrer leur détermination, les terroristes jettent du balcon le corps d'un des otages. Une cellule de crise est mise en place par le gouvernement ouest-allemand. Alors que les négociations avec les ravisseurs se poursuivent, les caméras du monde entier se braquent sur la prise d'otages. Toutes les télés qui sont au stade olympique se détournent vers le village olympique, donc tout ça est suivi en direct. Les tireurs d'élite sur les toits, le négociateur, un des terroristes qui vient cagouler, c'est la fameuse image sur le balcon. Les terroristes repoussent leur ultimatum à plusieurs reprises. À 17h, ils réclament un avion pour s'enfuir vers le Caire avec les otages. Les négociateurs exigent de rentrer en contact avec les athlètes détenus pour s'assurer qu'ils sont encore en vie.
2 otages israéliens apparaissent à la fenêtre du premier étage du bâtiment assiégé, tenus en joue par les terroristes. La police renforce son dispositif et fait venir des tireurs d'élite et des voitures blindées sous l'autorité directe du ministre allemand de l'Intérieur. Les autorités allemandes ont un plan pour intercepter les terroristes et libérer les otages. Leur affréter un Boeing 727 sur la base aérienne de Fürstenfeldbruck, entouré par 5 tireurs d'élite. À l'intérieur de l'avion, les 6 membres d'équipage sont en réalité des policiers. Les policiers, quand ils s'aperçoivent que les terroristes sont lourdement armés et qu'ils n'ont aucune chance, ils votent et ils décident de quitter l'avion. Les tireurs d'élite restent en position. Peu après 22h30, les hélicoptères transportant les ravisseurs et les otages atterrissent à Fürstenfeldbruck. Les terroristes découvrent un avion sans équipage et réalisent qu'ils sont tombés dans un piège. C'est à partir de là qu'il n'y a plus d'autre solution que de donner l'assaut. Alors que les terroristes rejoignent leur hélicoptère en courant, les autorités allemandes donnent l'ordre d'ouvrir le feu. Mais les tireurs d'élite sont mal formés et sous-équipés. Ils n'ont pas de contact radio pour se coordonner, ni de gilet pare-balles, et leurs fusils ne possèdent ni lunettes, ni vision nocturne. La tentative de sauvetage tourne au fiasco. Après plus d'1 heure d'échange de coups de feu, le bilan est très lourd. Tous les otages ont été tués. Un policier allemand est tué par une balle perdue et 5 terroristes sont tués. Les 3 terroristes survivants sont capturés par la police allemande. I express sympathy on behalf of all of the American people for the victims of this murderous act that has occurred at the Olympic Village in Munich. Le lendemain, les Jeux reprennent presque comme si de rien n'était. 17 morts et pourtant les Jeux Olympiques vont continuer. Lors d'une cérémonie commémorative, le président du comité international olympique Avery Brundage fait un discours sans même mentionner les athlètes assassinés. The games must go on. Deux mois après les JO de Munich, un avion allemand est détourné par un commando palestinien qui exige la libération des 3 membres de Septembre Noir emprisonnés en Allemagne. On peut penser que les Allemands, par crainte de nouvelles représailles ou de nouveaux attentats, ont abdiqué. Les 3 prisonniers sont libérés par le gouvernement allemand et envoyés en Libye, où ils sont accueillis en héros par Muammar Kadhafi. Ils ont même donné une conférence de presse internationale, les 3 terroristes, pour dire qu'ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait. Did you shoot any of the Israeli hostages? It's not important to say if I killed Israeli or not. But they were unarmed, the Israeli hostages. Did you shoot any of them yourself? They are unarmed, but we have to know that Israel is our enemy. En Israël, la première ministre Golda Meir crée le comité X chargé de préparer un plan de représailles contre les commanditaires présumés de l'attentat. Ça s'appelait la liste Golda de personnes dont ils avaient la conviction qu'elles avaient soit participé, soit contribué à élaborer l'attentat et à les éliminer par n'importe quel moyen. Quelques semaines seulement après les JO de Munich, le Kidon, le service action du Mossad, lance l'opération Colère de Dieu. Le 16 octobre 1972, un Jordanien suspecté d'être à la tête de Septembre Noir en Italie est tué par balle par 2 agents israéliens à Rome. En juillet 1973, les agents du Mossad pensent avoir identifié Ali Hassan Salameh, le chef des opérations de Septembre Noir, à Lillehammer, en Norvège. Il se trompe et il tue par erreur quelqu'un qui s'appelle Ahmed Bouchiki, qui sort du cinéma avec son épouse qui est enceinte. Et donc, pour la petite histoire, c'est le frère aîné de Chico, des Gypsy Kings. Le véritable Ali Hassan Salameh sera éliminé 5 ans plus tard à Beyrouth dans l'explosion d'une voiture piégée. Au total, le Mossad élimine 14 cibles à travers l'Europe. La dernière à Paris en 1992, soit 20 ans après l'attentat de Munich. 50 ans jour pour jour après l'attentat de Munich, une cérémonie en hommage aux victimes est organisée à l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck. Le chef de l'État allemand endosse la responsabilité des différents échecs de l'opération et demande pardon aux familles des victimes. Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür, dass geschehen konnte,
was geschehen ist. L'Allemagne accepte de verser 28 millions d'euros aux familles des victimes de la prise d'otages. L'accord prévoit également l'ouverture d'une commission d'historiens pour faire toute la lumière sur l'attaque. Elle rendra ses conclusions en 2025. L'enjeu, c'est de pouvoir faire toute la transparence sur la chaîne des responsabilités de commandement et de décision, et d'arriver à comprendre pourquoi il y a eu autant de manquements, d'incohérences, d'approximations durant toute cette journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça prend 2 secondes, mais c'est super important pour nous. Si vous aimez ce type de récit, je vous mets le lien de l'épisode de la grande histoire consacré au scandale du Dubai Gate. Le Dubai Gate, c'est une affaire d'État où des agents du Mossad ont été démasqués après l'assassinat d'un chef du Hamas dans un hôtel à Dubaï. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Éric Champel qui vient de sortir son livre Les Fantômes de Munich aux éditions Solar, c'est passionnant. Je voudrais également remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cet épisode, en particulier Quentin au montage et Simon à la documentation. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande histoire.